Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno Rouillet, expert comptable, commissaire aux comptes, et à côté de moi, Rémi Pellière, qui est directeur de mission chez Orcom. Alors, on a souhaité, compte tenu de l'actualité, faire un petit point sur les nouvelles mesures qui ont été mises en place au cours de l'année 2021 sur le traitement des défaillances d'entreprise. Un sujet qui n'est pas particulièrement enthousiasmant, mais dont il faut bien évidemment parler, puisque c'est une situation que, au cours de sa vie, une entreprise peut être amenée à rencontrer. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet et donc partager notre PowerPoint. Tout d'abord, démarrer par quelques chiffres. Le chiffre des défaillances d'entreprises en France. En fait, depuis une dizaine d'années avant la crise, on était sur en gros 60 000 dépôts de bilan par an. Quand je dis dépôt de bilan, c'est défaillance d'entreprise au sens très large, toute procédure confondue. En 2016, 17, 18, la situation s'était pas mal améliorée et on était plutôt sur des niveaux de défaillance de 55 000 entreprises par an, et est arrivée la crise. Alors, contre toute attente, chacun pensait que le nombre de défaillances d'entreprises allait augmenter de manière exponentielle, et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le gouvernement a fait un choix qui était le choix du quoi qu'il en coûte, avec un fort soutien aux entreprises, que ce soit bien évidemment les aides sur l'activité partielle, les fonds de solidarité, le PGE, le prêt garanti par l'État. Donc tout ce soutien à l'économie a eu un effet d'aide aux entreprises, et des entreprises qui auraient pu aller vers une défaillance s'il n'y avait pas eu tous ces soutiens, finalement, se sont bien portés et ont pu continuer à exercer leur activité. Alors effectivement, ce n'est peut-être qu'une situation passagère. Les malades d'avant la crise, les entreprises qui avaient un modèle économique qui n'était pas pérenne, de toute façon, ce n'est pas avec cette perfusion, je dirais, qui les a dopés pendant la période de crise, qui va durablement les maintenir en activité. Donc là, on voit qu'en 2020, il manque à peu près 20 000 défaillances d'entreprises par rapport à la moyenne des années précédentes. Il en manque 25 000 en 2021. 20 000 et 25 000, ça fait 45 000. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on a pratiquement 45 000 entreprises qui risquent d'être défaillantes au cours des prochaines années. Donc par rapport à ça, le législateur a pris un certain nombre de mesures en 2021. D'abord, une mesure de procédure de sauvegarde dite accélérée, qui est née d'une ordonnance du 15 septembre 2021. Et avant ça, il y avait une procédure de sortie de crise qui avait été mise en place, une loi du 31 mai 2021, mais avec une application à partir du 15 octobre 2021. Procédure de sortie de crise qui n'est applicable que de manière temporaire, puisqu'elle s'arrêtera le 2 juin 2023. Donc, on va ce matin regarder en détail ces deux nouvelles procédures qui s'inscrivent donc dans le processus de prise en charge des difficultés des entreprises. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le détail, un petit rappel qui n'est jamais inutile sur les différentes mesures applicables aux entreprises. En fait, il y a deux grandes catégories de procédures: toutes les mesures préventives et toutes les mesures de procédure collective. Les mesures préventives sont des mesures amiables et confidentielles
alors que les procédures collectives sont des mesures qui sont publiques. Dans les mesures préventives, en fait, il y a ce que l'on appelle le mandat ad hoc, où on nomme un mandataire ad hoc pour résoudre un problème particulier. Ça peut être un problème d'ordre financier avec des créanciers, mais ça peut aussi être des problèmes entre associés, notamment, voilà, ou les procédures de conciliation, où là, sur les procédures de conciliation, ça concerne des difficultés avérées ou prévisibles qui sont d'ordre juridique ou financier, où on nomme donc un conciliateur, en général un administrateur judiciaire, pour trouver une solution au problème spécifique. Dans ces deux situations, il ne faut pas être en état de cessation des paiements ou alors depuis, pour la conciliation, moins de 45 jours. Et on sort de ces situations, mandat ad hoc ou conciliation, avec un accord amiable. Lorsque on est en échec de conciliation, lorsqu'on n'arrive pas à trouver un accord amiable, eh ben, on peut rentrer dans un système de sauvegarde. Alors, soit la sauvegarde classique ou la sauvegarde accélérée, donc qui est une mesure nouvelle dont on va parler. Et après, il y a toutes les procédures collectives lorsqu'on est dans une situation compromise avec un état de cessation des paiements avéré, le redressement judiciaire, bien connu, la liquidation judiciaire. Donc, le redressement, on en sort par un plan de redressement ou ce qu'on appelle aussi un plan de continuation ou un plan de cession. Et les liquidations judiciaires, on en sort par un plan de cession ou une liquidation des actifs. Et la nouvelle procédure donc, qui est mise en place, c'est cette fameuse procédure de sortie de crise dont nous allons parler en détail. Procédure de sortie de crise avec une durée de vie temporaire, donc jusqu'en juin 2023. Alors, si on rentre un peu dans le détail, cette procédure de sauvegarde accélérée, là, on vous présente schématiquement les deux procédures et puis après on va rentrer pour ces deux procédures dans le détail de chacune des étapes. La procédure de sauvegarde accélérée, on ne peut rentrer dans une procédure de sauvegarde accélérée que si préalablement, c'est obligatoire, que si préalablement on a été en mandat ad hoc ou en conciliation et qu'il y a eu un échec de cette conciliation et donc on n'a pas réussi à trouver un accord amiable. Donc lorsqu'on n'arrive pas à trouver d'accord amiable, on peut rentrer dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée. Et après, bah, cette procédure de sauvegarde accélérée, soit on arrive à faire homologuer un plan de sauvegarde et donc on sort en plan de sauvegarde, soit on n'arrive pas à trouver, à faire homologuer un plan de sauvegarde, et auquel cas, ben, cette sauvegarde est convertie en procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc la volonté du législateur, c'est de mettre en place une procédure rapide qui ne concerne que les créanciers qui sont en mesure de dénouer les difficultés, pardon. Voilà, on le verra tout à l'heure. L'ensemble des créanciers n'est pas concerné par cette procédure de sauvegarde accélérée. Et on verra aussi en détail tout à l'heure, c'est une procédure qui est faite pour aller vite, puisqu'elle a une durée de 2 mois uniquement, avec une prorogation de 4 mois au maximum. Donc voilà pour cette procédure de sauvegarde accélérée. Et ensuite, on a la procédure dite de sortie de crise. Donc on peut rentrer en procédure de sortie de crise, donc je rappelle, alors qu'on est en état de cessation des paiements. Il n'y a aucune obligation d'avoir été préalablement en mandat ad hoc ou en conciliation, même si c'est recommandé, mais on peut y rentrer directement. Et là encore, bah, soit on homologue un plan, et donc on sort en plan de continuation, ou alors, à défaut, bah, il y a conversion de cette procédure en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Là aussi, le législateur a voulu aller vite et avec un traitement rapide, puisque la procédure doit être d'une durée de 3 mois. Mais on y reviendra en détail. Donc voilà schématiquement ces deux procédures. Si on compare la sauvegarde accélérée, ben, soit on sort en plan de sauvegarde ou avec une ouverture d'un
d'un plan de redressement ou de liquidation. Et la procédure de sortie de crise, voilà, c'est la même chose, on sort en plan de continuation ou sinon on ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors, maintenant que nous avons vu schématiquement quelles étaient ces deux nouvelles procédures, on va rentrer dans le détail pour voir comment elles fonctionnent. Et donc la première question, donc on l'a vu, c'est la procédure amiable. Est-ce que cette procédure amiable est obligatoire? Est-ce que c'est un préalable et comment ça fonctionne? Et donc je vais laisser la parole à Rémi Payère qui va vous en dire quelques mots. Alors pour la sauvegarde accélérée, la conciliation est une procédure amiable, confidentielle, qui a une durée de 5 mois et elle est obligatoire. Il y a toujours possibilité d'ouvrir une conciliation en état de cessation des paiements si on est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Après la conciliation, c'est un préalable et le conciliateur sera le futur administrateur judiciaire qui aura été nommé. Avec ce conciliateur, le dirigeant va élaborer un plan de sauvegarde avec les créanciers qu'il aura appelés à la conciliation. Alors, uniquement les créanciers appelés lors de la conciliation. Et ensuite, il y aura une répartition des créanciers appelés par classe de parties affectées. Et qu'est-ce que c'est les classes de parties affectées? Alors, les classes de parties affectées, elles étaient appelées anciennement ancien comité de créanciers. Cette composition de parties de classes affectées, elle est déterminée à partir des créances et des droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sur cette base, l'administrateur y répartit, selon des critères objectifs et vérifiables, les parties affectées en fonction des classes représentatives et ayant d'une communauté d'intérêt économique suffisant. À savoir que pour cette procédure, il n'y a pas de seuil, contrairement aux autres procédures existantes. Enfin, on vous rappelle que les créanciers affectés sont les mêmes créanciers qui ont été appelés lors de la conciliation. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est quand même une particularité de cette procédure. Donc on l'a vu, on va appeler uniquement un certain nombre de créanciers, ceux qui permettent de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise. Et pendant la phase de conciliation, on va créer des classes affectées, des classes de parties affectées, donc des catégories de créanciers. On va les regrouper, par exemple, on va mettre tous les créanciers, les caisses sociales, l'administration fiscale, les fournisseurs de matières premières, les banques, etc., pour les traiter en fonction de leur catégorie de manière homogène. Donc, procédure amiable, un préalable concernant la sortie de crise sanitaire, on l'a vu, c'est vivement conseillé, mais autant ça l'est, c'est obligatoire pour la sauvegarde accélérée, autant ce n'est que facultatif pour la sortie de crise sanitaire. Alors, comment se passe la demande d'ouverture de la procédure? La demande de la procédure d'ouverture, là encore, on va comparer sauvegarde accélérée et derrière, on gardera pour la sortie de crise. Sur la sauvegarde accélérée, donc les critères d'ouverture, il ne faut pas être en état de cessation des paiements, sauf si cet état de cessation des paiements est de moins de 45 jours. Et ensuite, il y a un dossier qui est remis au greffe. Alors, le dossier qui est remis au greffe, comme il y avait un conciliateur obligatoirement préalablement à cette procédure, on va remettre le rapport du conciliateur. On va remettre des documents fiables, c'est-à-dire que c'est une procédure qui n'est ouverte qu'à des sociétés dont la comptabilité est à jour et dont les éléments comptables sont fiables. Et on va dresser la liste des créanciers par classe des parties affectées, ces fameuses classes de parties affectées dont on a parlé précédemment. Donc la liste de ces créanciers, c'est la même que ceux qui ont participé à la conciliation, et c'est une liste qui est visée par l'expert comptable.
pour la sortie de crise sanitaire, les critères d'ouverture sont différents. L'entreprise doit avoir moins de 20 salariés, avoir un passif inférieur à 3 millions d'euros, être en cessation des paiements, mais l'entreprise doit être dans la mesure de payer les salaires qui étaient dus avant l'ouverture de la procédure. Et les dossiers qui sont remis au greffe sont donc des documents comptables, un compte de résultats prévisionnel, la liste des créanciers visés par l'expert comptable, et ainsi que l'inventaire de la société faite par le dirigeant, et on vous en parlera un petit peu plus tard parce qu'elle pourrait être attestée par votre expert comptable. Donc voilà, donc 2 cas, la sauvegarde accélérée ou la crise sanitaire. Dans un cas, on n'est pas en état de cessation des paiements, dans l'autre cas, on est en état de cessation des paiements. On en profite pour faire un petit rappel sur ce qu'est l'état de cessation des paiements. Donc, sur l'état de cessation des paiements, il y a de la doctrine, de la littérature, des avis, des commentaires qui existent depuis des années sur sa définition et son application par les tribunaux de manière précise. La définition, elle est simple, c'est lorsque, avec son actif disponible, qui correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidité très rapidement, donc la trésorerie bien évidemment, mais des stocks, des créances clients. Donc avec tout cet actif, on est capable de faire face à son passif exigible. Donc lui, ce sont les dettes échues qui sont immédiatement exigibles, dettes qui doivent être bien évidemment certaines, donc qui ne sont pas contestées et qui sont liquides, donc avec un montant déterminé. C'est le cas aussi bien évidemment des salaires. Donc ça, c'est la définition. Avec son actif disponible, ne pas pouvoir faire face à son passif exigible. En réalité, c'est lorsqu'on ne peut pas faire face à son passif exigé, puisque si on a des échéanciers, des accords particuliers, des moratoires qui ont été mis en place avec des créanciers, tant que ce n'est pas exigé, bien que ce soit exigible, on n'est pas encore en état de cessation des paiements. Donc la définition d'une situation d'un état de cessation de paiement répond à un certain nombre d'indices, de faisceaux d'indices convergents qui disent voilà, on ne peut pas payer ses salaires, on ne peut pas payer ses fournisseurs, on a les huissiers qui commencent à frapper à la porte tous les matins assez régulièrement, on a des relances. Voilà, donc l'ensemble de ces critères font qu'on peut déterminer une période, pour pas dire une date précise. Parfois, il faut, pour les tribunaux, donner une date précise, puisque en fonction de cette date de cessation des paiements, il y a des conséquences pour l'entreprise, éventuellement pour le dirigeant qui aurait tardé à déposer le bilan. Et donc, voilà, c'est avec ces critères d'indice qu'on détermine la période de cessation des paiements. On a vu donc quels étaient les critères pour pouvoir ouvrir ces procédures et faire une demande d'ouverture. Maintenant, on va voir concrètement comment se passe cette ouverture de la procédure. Et là encore, on commence par la sauvegarde accélérée et ensuite on regardera pour la sortie de crise. Donc pour la sauvegarde accélérée, après l'examen du rapport du conciliateur, le tribunal il ouvre la procédure en présence du ministère public et on fixe la date de cessation des paiements si elle est effective. Sont nommés un juge commissaire, un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire et ou un commissaire priseur dans le cas où l'inventaire ne peut pas être attesté par l'expert comptable. Donc, si on a une comptabilité fiable, c'est là où on voit qu'on a un inventaire des immobilisations, notamment des actifs, des stocks. Et donc, l'expert comptable peut parfaitement attester cet inventaire. Donc, c'est à ce moment-là que l'on ordonne la constitution de classes de parties affectées et on vous rappelle que ce sont les créanciers qui étaient présents lors de la conciliation. Ensuite, l'affaire est renvoyée à 2 mois, soit pour une adoption d'un plan de sauvegarde ou soit pour la prolongation de la période d'observation.
Voilà, donc on peut renouveler de 2 mois et au maximum 2 mois plus 2 mois, ça fait 4 mois. Donc on l'a dit, c'est une procédure qui se veut être une procédure rapide, pour pas dire accélérée comme son nom l'indique. Concernant la sortie de crise, là c'est pareil, ça se fait en présence du ministère public en audience. On nomme un seul mandataire de justice unique. Il n'y a pas un administrateur plus un mandataire. Il y a un seul mandataire de justice. Et la période d'observation, elle est de 2 mois sur la sauvegarde, 3 mois pour la période de crise sanitaire, la procédure pardon, de sortie de crise sanitaire, et donc avec un renvoi à 2 mois. Alors, quel est le sort des créanciers? Donc, sur la sauvegarde accélérée, bah donc on a nos fameuses classes de parties affectées, donc qui ont été déterminées. Donc, ce sont elles seules qui sont concernées par cette procédure. Donc, il y a la déclaration des créances qui est faite, la vérification, leur contestation éventuelle, et à partir de là, donc on dresse un état des créances. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que seuls sont concernés par la procédure et par le plan qui va suivre les créanciers qui ont été appelés dans les classes de parties affectées. Les autres créanciers ne subissent pas la procédure et ils doivent être payés à leur échéance normale. Et c'est le conciliateur qui avait organisé ces classes de parties affectées qui va gérer tout ça, sachant que les créanciers publics peuvent intégrer en une ou en plusieurs classes. Pour la sortie de crise sanitaire, alors dans ce cas, on n'a pas de déclaration de créance à faire. Le dirigeant doit communiquer l'ensemble de ses créanciers qui auront un mois, qui seront prévenus par le mandataire judiciaire ou administrateur pour contester ou vérifier l'état des créances. Donc le dirigeant doit théoriquement transmettre une liste exhaustive de ses créanciers. Voilà, donc maintenant nous allons regarder comment se passe l'adoption du plan. Donc en fait, le plan il est réalisé sur le passif qui a été déclaré. On le rappelle une fois de plus, les créanciers qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas été affectés dans les classes, ne subissent pas la procédure et ils doivent être payés sans délai ou à minima dans les délais qui étaient prévus en fonction des contrats. Le passif en sauvegarde accélérée, il peut être étalé sur une période de 10 ans au maximum, avec une répartition à l'intérieur de ces 2 ans. On ne peut pas tout à fait répartir comme on veut. Sur les 3 premières années, il faut amortir de 5% au minimum. Et à partir de la 6e année, il faut amortir avec un rythme de 10% au minimum. Donc à partir de 3 ans, au moins 5% tous les ans, et à partir de 6 ans, au moins 10% tous les ans. Donc ça, c'est la modalité de remboursement du plan qui pourra être proposée. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est que le tribunal pourra imposer le plan même à des classes qui auront voté contre, puisque sur l'adoption du plan, on demande aux parties affectées qui sont convoquées de se prononcer sur le projet de plan. Elles votent. Alors, elles votent non pas en fonction, elles n'ont pas des droits de vote en fonction de leur poids dans le total du passif déclaré, mais c'est un nombre de voix par créancier. Et donc, la majorité se fait aux 2/3 des voix. Et donc, le tribunal pourra imposer un plan à des classes qui ont voté contre, s'il estime qu'il doit s'en assurer, que leur sort sera plus favorable
qu'une liquidation et c'est ce qu'on a, ou qu'une cession. C'est ce qu'on appelle la règle du meilleur intérêt qui fait son entrée à cette occasion dans le droit des procédures collectives. Pour la sortie de crise sanitaire, on retrouve exactement les mêmes critères que pour la sauvegarde accélérée, à la différence que l'étalement du passif, donc qui est également sur 10 ans, on doit retrouver à partir de la 3e année un paiement à minimum de 8%, 8% du passif. Alors, maintenant, l'incidence de la procédure sur les garants, et donc c'est Rémi qui en parle. Quelles sont les incidences du coup sur les garants? Écoutez, c'est pour la sauvegarde accélérée et la sortie de crise sanitaire, la procédure est la même. Donc tout garant, il peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, des remises et des délais consentis, de la suspension des poursuites et de l'inopposabilité des créances non déclarées. À savoir que la résolution du plan annule ces dispositions. Voilà, donc on avait voulu faire une présentation très rapide, on avait prévu une demi-heure, donc on arrive au terme de notre présentation. On voulait quelque chose de simple, pratique et synthétique. J'espère que l'objectif aura été atteint. Ce qu'on voulait peut-être vous rappeler, je sais qu'il y a notamment parmi les personnes qui sont connectées des banquiers. Et ce qu'on voulait dire, c'est que voilà, il y a un certain nombre de mesures spécifiques qui ont été mises en place pour soutenir les entreprises en difficulté. La meilleure solution pour ne pas avoir à rentrer en procédure amiable ou en procédure collective, bah, c'est d'anticiper les situations. Et bah, la première des choses, c'est lorsqu'on commence à avoir des problèmes de tension de trésorerie, bah, c'est en parler. C'est en parler avec ses conseils, en parler avec son expert comptable, en parler avec son banquier, en parler avec ses fournisseurs, analyser la situation, est-ce qu'elle est temporaire, est-ce que c'est le cycle normal de vie de la société, auquel cas on peut trouver des financements adaptés. Est-ce que c'est une situation qui est durable et auquel cas qui n'est pas contrôlée, auquel cas il faut trouver des remèdes à remettre en face. Parmi les remèdes, c'est de regarder devant, faire des prévisions d'exploitation, des prévisions de trésorerie. Comme je dis souvent à mes clients, un partenaire, notamment les partenaires bancaires, ce qu'ils n'aiment pas, c'est avoir des surprises et se retrouver un peu mis devant le fait accompli. Si 6 mois avant, on est capable de leur dire à telle période, on va avoir telle situation de trésorerie et c'est à ce moment-là que j'aurai besoin de vous, ben, on peut en parler, on peut anticiper les choses. Donc, bien faire ces analyses et ces prévisions. Analyse de situation d'exploitation aussi à moyen terme. Positionnement de l'entreprise sur son marché, regarder les charges de structure et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées, regarder aussi la structure financière, l'endettement, les conditions de paiement, etc. Nous, ce qu'on recommande à nos clients aussi, c'est un peu comme, je dirais, dans une voiture, quand il y a un voyant qui s'allume, on surveille de plus près que d'habitude. Quand on est sur un bateau, quand la tempête se lève, on regarde un peu plus aussi les différents outils qu'on a à bord pour continuer à avancer de manière sereine. Et donc là, nous, on recommande à nos entreprises de mettre en place des tableaux de bord avec des suivis mensuels en fonction d'un budget qui a été fait, budget d'exploitation et de trésorerie. J'insiste sur la trésorerie parce que finalement, les entreprises en difficulté, c'est rarement dû à des problèmes de chiffre d'affaires, c'est tout le temps dû à des problèmes de trésorerie. Même si ces problèmes de trésorerie peuvent trouver leur origine dans un problème de chiffre d'affaires, et faire des suivis mensuels et puis regarder tous les mois ou tous les trimestres où on en est par rapport à ces projections. Il y a aussi dans les anticipations des mesures de restructuration, étaler la dette, restructurer
cette dette, faire des restructurations à l'interne, rechercher des appuis financiers avec des partenaires bancaires, des fonds, faire rentrer des associés. Et puis, parfois aussi, quand on a des actifs, ça peut être dans le transport, ça peut être des actifs immobiliers aussi, faire des opérations de réalisation d'actifs ou de leaseback. Et puis, pourquoi pas envisager la cession totale ou partielle de l'entreprise. Donc, voilà, ces mesures sont indispensables. Donc, nous, au quotidien, en tant qu'expert comptable, c'est notre rôle et c'est ce qu'on fait pour aider nos chefs d'entreprise. Juste un petit mot parmi toutes les mesures, il y a eu une réforme sur une mise à jour des conditions pour rembourser les PGE. Donc, sur les PGE, donc il y a eu la signature d'un accord de place PGE qui s'est fait avec la Fédération bancaire française le 19 janvier, également le ministère de l'économie et puis la Banque de France, effectif à partir du 15 février. Et en fait, cet accord de place, il prévoit un étalement du remboursement sur 2 années supplémentaires. Donc, on était à 6 ans, là maintenant, on passe à 6 ans, donc on peut rembourser les PGE sur 2 années supplémentaires. Par exception, lorsqu'on a des cas qui sont un peu plus difficiles, cet étalement de 2 ans supplémentaires passe à 4 ans supplémentaires, soit au total une durée de 10 ans, et éventuellement un différé de remboursement qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc ça concerne tout le monde, les indépendants, les TPE, les PME. Par contre, il ne faut pas être bien évidemment en état de cessation des paiements. Il y a 2 cas qui se présentent. Soit le PGE est inférieur à 50 000 euros, soit il était supérieur à 50 000 euros. Lorsqu'il est inférieur, on a une attestation qui doit être faite par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes sur les difficultés avérées de l'entreprise. Et il y a un dialogue qui se met en place avec le partenaire bancaire pour ensuite saisir la médiation du crédit pour trouver un accord. Lorsque le PGE est d'un montant supérieur à 50 000 euros, on doit saisir le conseiller départemental à la sortie de crise. Et là aussi, il y a un dialogue qui va s'instaurer pour rechercher des solutions et éventuellement avoir recours à la médiation du crédit pour aménager le PGE. Petite chose à retenir, c'est un aménagement qui implique un classement en prêt non performant. Donc, il y a un certain nombre de situations à anticiper, puisqu'il y aura peut-être des difficultés à accéder à des nouveaux financements pendant une période déterminée, potentiellement pendant toute la période de remboursement et de la durée du plan de restructuration. Voilà, c'était ce petit rappel sur les PGE. Et puis, très rapidement aussi, voilà, donc ça, c'est un document donc, qui a été fait, je crois, par la Fédération bancaire française, qu'on vous a remis avec les situations des PGE plus de 50 000, moins de 50 000. Et puis aussi, donc à partir du 1er mars, donc à partir d'aujourd'hui, vous rappelez que toutes les aides sur les activités partielles sont assez fortement modifiées puisque les remboursements, les taux de remboursement et de prise en charge de l'activité partielle baissent fortement. Seuls continuent à être indemnisés à hauteur de 70% les employeurs de salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer leur travail, notamment les gardes d'enfants et les personnes vulnérables. Et sinon, toutes les autres entreprises passent à 60%, alors que précédemment, les entreprises à 70%, c'était notamment tous les employeurs dans les secteurs protégés avec des baisses de chiffre d'affaires ou les employeurs qui étaient situés dans des circonscriptions avec des restrictions spécifiques. Voilà, écoutez, on arrive au terme de notre présentation. Si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Je ne sais pas comment on fait. Donc là, on va voir voilà, dans le chat s'il y a des questions. Sinon, on a vos coordonnées, donc on vous enverra le support. Et puis, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous.
pour toute précision que vous souhaiteriez avoir ou pour vous accompagner, vous directement, ou des personnes dont vous êtes les partenaires. Alors, on a une question. Est-ce que l'actif disponible dans le cadre de la cessation des paiements, il faut tenir compte d'une valeur de revente du matériel en immobilisation qui sera vendu par le mandataire? Oui et non. Tout dépend de la durée que vous allez mettre pour vendre cette immobilisation. Si cette immobilisation, c'est quelque chose qui est vendable très rapidement, je dirais oui. Si cette immobilisation est un immeuble, je dirais non. Voilà, si c'est en immobilisation, si vous avez un matériel industriel qui est très facile à démonter ou à déplacer et qui a un vrai marché, voilà, imaginons si vous avez un camion, si vous êtes transporteur et que vous avez des camions dans la cour qui ne roulent pas, voilà, on peut les intégrer dans le disponible parce que en quelques jours ou semaines, on est capable de transformer ces camions en valeur financière. Question, le coût de. Alors, il y a deux choses. La question, c'est quel est le coût d'un administrateur? Je vais répondre à deux questions. Il y a d'abord tout ce qui est mandat ad hoc et conciliation, où là, c'est de gré à gré. Et, et comment dirais-je, c'est vous qui allez, entre guillemets, négocier avec votre mandataire ad hoc ou votre conciliateur qui va vous proposer une lettre de mission avec une tarification et que vous allez accepter ou non. Et par contre, après, les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires, il y a un barème en fonction de la taille de l'entreprise, des effectifs, du montant du passif, etc. Vous avez, si vous prenez le décret du 16 octobre, vous aurez exactement le détail. De 0 à 5 salariés, c'est 940 €, de 6 à 19, c'est 1881, etc., etc. Voilà, il y a tout le détail qui est indiqué dans le texte de la loi. Et donc, les administrateurs font taxer leurs honoraires. Voilà, merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.